Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle année 2023. L'équipe du Handipact vous souhaite déjà les meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant que tout ira bien pour vous et pour vos structures. Je suis accompagné ce matin de Charline pour vous parler de retour d'arrêt long et comment sécuriser cet arrêt long et surtout le retour. Bonjour à tous. Ce matin, nous allons donc à l'ordre du jour évoquer d'une part les enjeux de la prévention de la désinsertion professionnelle, puisque là encore, il y a des choses à mener dans les organisations pour faciliter le retour d'une part, mais aussi pour optimiser la gestion derrière des retours et favoriser l'emploi durable et pérenne pour ça. Alors, pour ce faire justement, pour favoriser la prévention de la désinsertion professionnelle, il est important de mettre en œuvre une politique de gestion RH adaptée en prenant en compte les 3 étapes d'un arrêt long, c'est-à-dire avant l'arrêt, la phase pendant l'arrêt aussi qui est importante puisqu'on peut mener des actions pendant l'arrêt du collaborateur et de l'agent et enfin après l'arrêt, c'est-à-dire au moment du retour, quelles sont les actions que nous pouvons mener. Donc on verra aussi les ressources, les outils et les aides qui peuvent vous accompagner dans le retour des agents suite à un arrêt long. On aura aussi en témoignage de fond Yamina Ségion, qui est chef de projet lutte contre les discriminations et handicap au CNFPT, et sa collaboratrice Sylvia Leger, qui nous feront part de leur témoignage sur les actions qu'elles ont pu mettre en place au sein du CNFPT. Et on aura un temps d'échange sur vos questions que vous pouvez nous poser dans le chat à n'importe quel moment. Donc, je vous ai dit, aujourd'hui, on a Charline qui co-présentera avec moi ce webinaire et les témoignages de Yamina et de Sylvia dès qu'elles pourront se connecter. Alors, les enjeux de la désinsertion, de la prévention de la désinsertion professionnelle, ils sont multiples en fait, puisqu'il faut savoir aujourd'hui qu'il y a quand même quelques facteurs qui concourent à l'allongement des durées d'arrêt, notamment le vieillissement de la population active, puisque aujourd'hui, la population générale a tendance à être de plus en plus âgée, en tout cas, elle connaît un vieillissement. On observe aussi les progrès de la médecine qui font qu'on peut travailler en meilleures conditions et on a une prise en charge plus avancée et plus poussée sur les problèmes médicaux. Et les reports successifs de l'âge de la retraite font qu'aujourd'hui, tous ces éléments concourent à une augmentation du nombre d'arrêts et du nombre d'arrêts de longue durée surtout, notamment à cause aussi de la prévalence des troubles psychologiques qui sont aujourd'hui la 2e cause d'arrêt long après les accidents et les traumatismes et qui du coup favorisent aussi la répétition des arrêts pour les agents. Alors, tous ces éléments font qu'aujourd'hui, on observe effectivement une hausse du nombre d'arrêts de travail de longue durée, avec une répétition qui est augmentée également, et notamment à cause du contexte général, puisque ces dernières années ont été bousculées par différentes crises, la crise du Covid, il y a une perte de sens aussi du travail pour les agents et pour les personnes qui travaillent de façon générale, et on observe aussi notamment un phénomène lié aux jeunes agents et aux jeunes salariés tout court qui ont besoin de retrouver du sens dans le travail. Et cette perte de sens concourt justement à la hausse des troubles psychologiques, puisque aujourd'hui, si on n'est pas bien dans un emploi, on a moins d'hésitation, les chiffres ont tendance à le montrer,
on a moins d'hésitation en tout cas à être arrêté ou à changer d'emploi, et notamment aussi pour les agents. Alors, aujourd'hui, l'absentéisme de longue durée, c'est vraiment un sujet préoccupant pour tous les employeurs, hein, notamment les employeurs publics, puisqu'ils vous connaissez notamment un contexte d'effectifs qui sont contraints ou en baisse. Alors aujourd'hui, la durée moyenne. Je vais télécharger aussi. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend. D'accord. Alors du coup, la caméra. On n'a pas l'habitude, hein. Nous on utilise Teams ou Zoom, donc c'est la première fois. Alors attendez, je cherche la caméra. Il n'y a pas de souci, Yamina. Alors le webinaire a commencé. Oui, donc, pardon. Excusez-moi. Pas de souci. Bon, écoutez, bienvenue en tout cas. Merci. Ben, écoutez, je vais vous écouter et puis discrètement je trouverai la caméra tout à l'heure. Ouais. Oui, puis je vous demanderai de vous présenter de toute façon, Yamina. D'accord, parfait. Aujourd'hui, il faut savoir quand même que la durée moyenne d'un arrêt ordinaire dans la fonction publique dans la fonction publique d'État, c'est 10,2 jours. Dans la fonction publique territoriale, on est presque à 15 jours d'arrêt, et dans la fonction publique hospitalière, on est en moyenne à 15,5 jours d'arrêt, ce qui équivaut en équivalent temps plein à presque un agent absent en permanence sur l'année. Alors, une longue absence, effectivement, c'est toujours délicat, puisque plus l'arrêt est long, plus le risque de rechute est grand après la reprise. Les chiffres, là encore, montrent ce phénomène. Plus on avance en âge et plus l'arrêt est long, plus il est difficile de reprendre sa fonction de façon sereine et pérenne avec le temps. Donc ces chiffres, en tout cas, sont un premier déclencheur, en tout cas, de ce qu'il est important de pouvoir mettre en œuvre, sur la réflexion autour de la prévention de la désinsertion professionnelle, puisque ça représente quand même un effectif important, hein, un agent sur 10, en gros, absent en permanence. Ça pèse d'une part dans vos effectifs, ça pèse aussi sur les équipes, puisque la personne qui n'est pas là, il faut bien que ses tâches soient réalisées, et pour le coup, ça engendre généralement un report sur le collectif qui, quoi qu'il arrive, sur le moyen et le long terme, n'est pas bénéfique ni pour l'organisation, ni pour l'équipe, ni pour l'encadrant. Alors, je vous disais, ça a des conséquences sur les agents, bien évidemment, puisqu'il y a, sur les organisations, sur les encadrants, sur les équipes, mais il y a aussi des conséquences pour les agents eux-mêmes, puisque le retour d'un arrêt long ne se fait pas sans difficulté. Généralement, on a du mal à reprendre les habitudes quotidiennes. Effectivement, quand on a connu un arrêt qui dure 1 an, 2 ans, voire plus, déjà, il est difficile de reprendre les habitudes dans le sens à se lever pour aller au travail, reparticiper à un collectif. Les agents montrent aussi généralement qu'ils ont peur de ne pas retrouver ce lien social. L'organisation peut avoir évolué. Les équipes peuvent avoir été soumises à des modifications, que ce soit fonctionnel ou en termes de personnes. Donc, il y a une peur de ne pas retrouver ce lien social qui participait en tout cas à la qualité de vie au travail. Il y a aussi la peur du regard des autres, effectivement, puisque quand on est arrêté sur une longue durée, les agents montrent qu'ils ont généralement des difficultés vis-à-vis du regard des autres, notamment dans la capacité à pouvoir réaliser leurs tâches. Ils estiment qu'ils sont soumis en tout cas au regard des autres et qu'ils vont être observés. Et ça engendre forcément une angoisse qui grandit notamment avec le fait qu'on ne soit plus en adéquation avec son emploi. Donc la pression est très forte pour les agents qui, du coup, peuvent anticiper négativement ce retour à l'emploi. Un chiffre qui est parlant, hein, pour les personnes qui sont en arrêt
90 jours ou plus, le retour au poste, pour 46% d'entre eux, se solde par un nouvel arrêt du fait d'une mauvaise réintégration. Alors, quand on parle de mauvaise réintégration, il s'agit surtout par exemple, de ne pas avoir fait d'entretien de retour ou de ne pas avoir préparé le retour, de ne pas avoir aménagé un poste. Tout ça participe en tout cas au fait que pour 46% des personnes, il y a de nouveau un arrêt après cette période d'arrêt prolongé. Alors, je ne vais pas vous refaire, vous connaissez bien la progressivité de la qualification des arrêts dans la fonction publique. Hein. On commence par un CMO, donc congé maladie ordinaire, puis on peut arriver à la CLM, au CLM, au congé longue maladie, qui est limité en tout cas sur une durée de 3 ans, et pour certaines pathologies du type cancer, déficit immunitaire, maladie mentale, tuberculose ou poliomyélite, excusez-moi, on peut être pris en charge ou considéré pendant une durée de 5 ans de façon continue ou discontinue, puisque ce sont des pathologies, en tout cas, qui peuvent avoir des phases avec des pics et des périodes, en tout cas, plus d'accalmie qui permettent de reprendre l'emploi. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je pense que vous connaissez bien ce fonctionnement. Alors, du coup, les enjeux, ils sont multiples. Ils sont vraiment multiples, que ce soit pour l'employeur, il y a un enjeu de sécurisation des parcours professionnels, puisqu'il y a quand même une obligation de pouvoir maintenir dans l'emploi de façon durable et pérenne les agents. Il y a un enjeu de performance sociale aussi. Quand on parle de performance sociale, c'est aussi le fait que vos organisations, que les employeurs soient capables de garantir des dispositifs qui permettent à tous les agents de pouvoir être intégrés durablement dans l'emploi. Pour l'agent, il y a évidemment un enjeu de retour à l'emploi serein, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, généralement, ce sont des situations qui génèrent de l'angoisse ou de l'anxiété, notamment sur la phase de retour, et qui, du coup, doivent être en tout cas sécurisées pour permettre le retour à l'emploi serein. Et il y a un enjeu de développement de compétences. Ce développement de compétences, il peut se faire notamment pendant la phase d'arrêt, mais aussi au retour, notamment, surtout quand il y a des changements de poste ou des besoins d'adaptation ou d'aménagement. Et pour l'encadrant, les enjeux sont autres, puisqu'il s'agit là encore d'agilité managériale, c'est-à-dire que l'encadrant va devoir développer de nouvelles compétences dans l'accompagnement qu'il fait auprès de ses agents, des compétences d'agilité, notamment principalement sur le fait d'être dans un accompagnement de proximité. Il faut prendre en compte les impératifs et les contre-indications médicales ou les contraintes de la personne de façon plus précise et plus adaptée pour permettre justement que les agents soient durablement réintégrés. Alors, j'ai bien aimé cette phrase qu'a dite Steve Criff, qui était élève administrateur territorial pour l'association des administrateurs territoriaux de France, et qui disait que le suivi administratif des agents arrêtés est plutôt bien structuré, notamment du fait des obligations légales pesant sur les employeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien géré et bien pris en charge, mais l'accompagnement managérial proposé avant et après le congé maladie est beaucoup moins investi. Quand il dit ça, c'est que généralement, il y a un manque d'outillage par les managers, par les encadrants, d'outils, de ressources qui leur permettent d'être adaptés à ces situations pour justement favoriser le retour à l'emploi durable. Et de même que le maintien du lien avec le service pendant la durée de l'arrêt. Il y a une légende qui est faite autour de ce point, qui veut qu'on ne peut pas prendre contact avec un agent pendant qu'il est en arrêt. Alors, c'est plus ou moins vrai,
tout dépendra de la façon dont vous faites les choses, mais on va l'aborder par la suite. Mais en tout cas, le maintien du lien avec le service et même avec l'employeur pendant la phase d'arrêt peut se faire sous réserve que l'agent soit d'accord, bien évidemment, et sous réserve aussi qu'on soit dans une logique de préparation du retour. L'idée, ce n'est pas forcément de faire travailler l'agent pendant son arrêt ou de lui demander des choses concernant le travail. Il ne faut pas que ce soit du travail déguisé. Alors, peut-être avant de passer à la phase de mise en œuvre d'une politique de gestion adaptée, Yamina, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour tout le monde, donc, je suis Yamina Sejan, donc je travaille au CNFPT à la direction Travail et Santé, qui dépend de la DGARDS, Direction Générale Adjointe aux Ressources et au Dialogue Social. Et dans mes missions, outre la question du handicap, convention avec le FIPHFP, suivi des agents, aménagement de poste, etc., il y a toute une partie accompagnement individuel, du coup, qui concerne pas uniquement les agents en situation de handicap, mais en fait tous les agents où la santé peut présenter un risque d'inaptitude. Donc on est vraiment dans le maintien en emploi, donc dans le préventif. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand même l'activité qui me prend le plus de temps, voilà, aujourd'hui. Et donc, j'ai également des sujets comme l'égalité professionnelle femmes-hommes. J'ai en charge le pilotage du dispositif de signalement de prévention des discriminations et des violences sexuelles et sexistes. Voilà. Et nous avons une convention FIPHFP depuis maintenant, on travaille sur la deuxième, mais dans d'autres collectivités, on va dire que cette prochaine convention, c'est la 6e. Voilà. Donc, ça fait un moment quand même voilà, que je travaille sur la question du handicap. Voilà. Alors, peut-être, Yamina, un élément qui peut être intéressant pour les personnes qui nous regardent, c'est notamment le nombre de personnes que vous avez aujourd'hui en file active, des personnes qui sont arrêtées et pour lesquelles vous engagez des actions ou pour lesquelles vous allez engager des actions. Parce que quand on a préparé le webinaire, effectivement, les chiffres que vous m'avez donnés semblaient assez importants et en tout cas significatifs pour illustrer votre témoignage. Oui, alors en fait aujourd'hui, ma file active avoisine les 400 agents. On a un effectif d'environ 2500 agents, 2400, 2500 agents. Alors comme je le disais, voilà, il n'y a pas 400 personnes en situation de handicap au CNFPT, c'est 10% des effectifs. Et comme la question de la prévention du risque de l'inaptitude, parce qu'en fait, ces agents-là pourraient avoir une reconnaissance de travailleurs handicapés. Après, pour des raisons personnelles, certains ne souhaitent pas se faire reconnaître. Et je dirais qu'en fait, il y a eu une explosion au moment du Covid en 2020. Voilà, il y a eu une explosion de demandes d'accompagnement, de suivi, parce que, alors là, par contre, pour les agents en situation de handicap, notamment ceux qui ont un handicap auditif, ils se sont trouvés en situation très difficile dans le travail, parce que, effectivement, tout se faisait en distanciel, les visios, etc., et ils n'étaient pas équipés. Voilà. Et donc, ça a remis en question, effectivement, y compris leur activité, leur mission. Certains qui n'étaient pas en âge de la retraite se sont demandé s'ils n'allaient pas partir tellement c'était difficile. Voilà. Donc, alors je dirais après, en moyenne, j'ai à peu près, par exemple, si je prends l'année 2021, 105 nouveaux agents dans la file active et en 2022, 90. Vous voyez, donc on est autour d'à peu près une centaine. Alors aujourd'hui, les agents qui sont accompagnés pour tout type de motifs. Mais mon entrée, par exemple, par rapport aux collègues qui travaillent au recrutement, à l'accompagnement, au conseil en évolution professionnelle, mon entrée est toujours la santé. Et la santé physique et la santé mentale. Alors, je vais vous dire, au CNFPT, nous avons des agents qui sont de la filière administrative
C'est la filière la plus importante puisqu'en fait, on travaille dans la formation, hein, donc on n'a pas tellement d'agents dans la filière technique. Et en fait, je dirais que moi, je suis étonnée du nombre de situations que j'accompagne avec des problématiques de santé mentale liées à des burn-out. Alors, des burn-out qui mènent aussi aux problématiques, enfin, à des reconnaissances de travailleurs handicapés. Donc, la santé mentale, je dirais aujourd'hui mentale, psychique, liée effectivement aux derniers événements, Covid, télétravail, isolement, etc. Et aussi les conditions de travail aujourd'hui. Voilà. Je pense au CNFPT, dans beaucoup de collectivités, la problématique des effectifs, le déport de charges font qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'agents qui sont en difficulté, qui font appel à moi. Alors qu'auparavant, je dirais que voilà, il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Voilà. Oui, c'est ce que j'expliquais effectivement en préambule, Yamina, effectivement que les troubles psychologiques, en tout cas, connaissent une prévalence en hausse depuis quelques années et sont aujourd'hui la deuxième cause d'arrêt, des arrêts longue durée. Et comme vous le soulignez, effectivement, ce sont des personnes qui, par la suite, peuvent être reconnues travailleurs handicapés, mais à minima, quand elles reviennent en poste, généralement, elles peuvent connaître aussi surtout des restrictions d'aptitude, voire potentiellement une inaptitude à leur poste du fait des conséquences de leur problématique psychologique. Mm-hmm. Alors, oui, vous vouliez rajouter? Non, mais peut-être que ça sera après. Parce qu'on vous parliez tout à l'heure des managers, du retour, le collectif de travail, etc. Peut-être qu'on en parlera. Oui, Reprendre la phrase de l'élève administrateur tout à l'heure. on en parlera effectivement. Alors, dans la mise en œuvre d'une politique de gestion RH adaptée, je vous le disais, il y a plusieurs phases. Il y a la phase avant l'arrêt, pendant l'arrêt et au moment de la reprise et après. Alors, pour chacune de ces phases, on peut engager diverses démarches de prévention. Comme pour la sécurité ou la santé au travail, on peut mettre en place des démarches de prévention primaires qui visent à prévenir ou en tout cas améliorer les situations et réduire les risques à la source. Donc ça, la phase de prévention primaire, on peut l'opérer avant l'arrêt, c'est-à-dire mettre en œuvre les conditions pour éviter justement ces arrêts. Pendant l'arrêt et après la reprise, on peut mettre en place des démarches de prévention secondaire et tertiaire, c'est-à-dire la démarche de prévention secondaire, elle vise à équiper les agents pour leur permettre de faire face aux conditions de travail et mieux réagir et être mieux adaptés. Et la phase de prévention tertiaire, elle vise à réparer les conséquences des pathologies ou en tout cas à compenser les conséquences des pathologies. Donc ces trois phases, on va les voir les unes à la suite des autres. Donc avant l'arrêt, plusieurs actions peuvent être engagées. La première, c'est déjà faire un diagnostic de la situation avec toujours en tête l'objectif prévenir la désinsertion professionnelle, puisqu'on l'a vu, si un agent est arrêté de façon longue, le retour sera d'autant plus complexe, notamment s'il y a des circonstances aggravantes avec un encadrement qui n'est pas outillé, adapté, avec une évolution de la situation de travail qui nécessite un aménagement, etc. Donc, avant tout, avant la fin en tout cas, vous pouvez engager une démarche de prévention primaire avec vraiment cet objectif et ce focus sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, pour ce faire, pour engager cette démarche de prévention primaire, il faut déjà faire un diagnostic de la situation. Donc, là encore, il y a trois façons ou trois étapes qui peuvent être mises en œuvre. Avant tout, c'est faire parler les chiffres. Aujourd'hui, dans toutes les organisations, chez tous les employeurs, on suit l'absentéisme, qu'il soit l'absentéisme court, l'absentéisme répété, l'absentéisme longue durée. Et donc, il faut mettre à plat les vérités auxquelles on ne s'attendait pas, c'est-à-dire trouver les causes réelles de l'absentéisme. Je pense notamment aux arrêts courts et répétés qui peuvent être liés à des conditions personnelles ou des conditions de vie qui sont parfois complexes et qui nécessitent que les personnes doivent s'arrêter.
mais pour l'absentéisme long, on est souvent sur des pathologies qui sont soit d'ordre personnel, soit d'ordre professionnel. Et auquel cas, il faut chercher les vraies causes de l'absentéisme et repérer l'usure dans les postes. Aujourd'hui, le travail qui a été engagé sur la pénibilité depuis quelques années permet aussi d'identifier les postes à risque dans vos organisations. Et du coup, ces postes à risque sont plus susceptibles d'engendrer des arrêts longs de la part des agents. Deuxième étape, c'est qu'il faut réfléchir aussi sur les causes possibles de ces arrêts longs, de ce phénomène. Donc, émettre des hypothèses et ensuite aller les confronter, ces hypothèses, dans chacun des services ou chacune des équipes concernées. Puisque certains métiers sont plus à risque que d'autres, il est important de travailler en proximité avec les directions et les responsables de service pour justement identifier quelles sont les actions qu'on pourrait engager pour faciliter derrière la mise en œuvre d'actions qui réduiraient les problématiques. Excusez-moi, Sylvia, je ne vous avais pas vu. Bonjour. Bonjour. Et des petits problèmes. Pardon. Et effectivement, la troisième étape, c'est valider les hypothèses sur le terrain. Donc, c'est ce que je vous disais, aller au plus près des agents et des responsables de service ou de direction pour justement identifier les personnes et identifier les causes plutôt. Traduire ça en termes de satisfaction, d'attente, de mécontentement par rapport au travail. Quelquefois, là encore, quand on parle de difficultés psychologiques ou encore d'arrêts qui sont liés à des troubles psychologiques, ils peuvent être engendrés par le travail. Et donc, dans ce cas, il est nécessaire et utile d'identifier les causes de mécontentement pour permettre aux agents de s'exprimer et surtout de travailler sur la résolution de ces problématiques sur le court, moyen et long terme. Deuxième étape, en tout cas avant les arrêts longs, il est important et il est utile, là encore, de définir un process de gestion qui va être axé en fait qui va avoir en tout cas des bénéfices sur deux types d'acteurs, notamment pour les RH, qui va permettre de suivre les indicateurs, notamment la gravité de l'absentéisme, les durées moyennes, la fréquence des arrêts, la prévalence des absences, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont absentes et la récurrence des absences dans l'année. Ça va être utile aussi pour mettre en place des suivis, qu'ils soient avec les managers ou les encadrants, pour faire le point sur les absences, là encore, puisque quelquefois, on peut absorber dans l'équipe la charge de travail quand il y a une absence prolongée. Quelquefois, c'est plus compliqué, ça nécessite un remplacement et dans ce cas, il est nécessaire d'être en proximité avec les encadrants pour pouvoir les accompagner au mieux. Je disais faire un suivi avec les encadrants, mais aussi avec les agents qui sont sur les métiers à risque, notamment sur les services techniques, la petite enfance, tous les métiers où on peut repérer de l'usure professionnelle ou de la pénibilité ou, j'ai envie de dire, une récurrence, en tout cas des arrêts, ce sont les métiers sur lesquels il est important aussi de se confronter à la réalité du vécu des agents pour pouvoir mettre en place un processus qui soit adapté à leur réalité et pas un processus idéal qui ne serait pas opérationnel sur le terrain. Ce suivi doit se faire aussi avec le médecin du travail. Alors, ce qui est préconisé, c'est généralement de faire un point semestriel, donc tous les 6 mois, pour justement permettre de préparer et mieux anticiper le retour à l'emploi des agents concernés. Et enfin, dans un processus idéal, réunir une commission ad hoc pour étudier les situations individuelles et envisager les mesures du retour à l'emploi, c'est quelque chose qui facilite en tout cas la gestion des situations et qui permet d'obtenir des résultats positifs quant au retour des arrêts longs. Pour les agents, ce processus de gestion, il aura plusieurs vertus. Il
permettra notamment de préparer une éventuelle seconde carrière. Je pense notamment aux personnes qui connaissent des difficultés et qui ne sont plus adaptées à leur poste, ou en tout cas pour lesquelles le poste n'est plus adapté à leurs contraintes, les personnes qui connaissent des problématiques d'aptitude ou d'inaptitude. D'expliciter aussi les mesures qui sont allouées à l'accompagnement des agents en maladie, puisque là aussi, en fonction de vos structures, vous avez plus ou moins mis en œuvre des actions qui permettent d'accompagner les agents pendant les phases d'arrêt et au moment de la reprise. Il peut être utile aussi, dans certaines situations, de mettre en place un numéro vert ou en tout cas une facilité d'accès ou un contact favorisé auprès d'interlocuteurs dédiés dans l'organisation. Et enfin, communiquer sur la politique de santé au travail, puisque là encore, plus vous faites savoir ce que vous faites et ce qui est dédié aux agents, plus vous avez de chances que ces agents vous sollicitent par la suite pour préparer leur retour à l'emploi. Alors, justement, quand on a préparé ce webinaire, Yamina et Sylvia, on a évoqué plusieurs types d'actions que vous avez mis en place pour préparer le retour des agents à l'emploi. Aujourd'hui, quelle est la structure que vous avez développée ou mise en œuvre au sein du CNFPT pour justement suivre ces situations, suivre l'absentéisme? Alors, en fait, c'est arrivé un peu comme ça, si vous voulez, puisque donc nous avons à la direction rémunération et carrière le pôle absence longue, accident du travail. Donc, c'est une équipe de 3 personnes et donc qui fait le suivi administratif, si vous voulez, des arrêts de travail. Alors, le pôle absence longue, comme son nom l'indique, ce sont les arrêts maladie de plus de 6 mois. Ce sont des personnes qui sont en lien avec les instances médicales, conseil médical, qui diligentent des expertises, etc. Et en fait, comment dire, l'accompagnement que je veux dire que moi j'ai pu mettre en place, c'était en 2018 quand je suis arrivée, c'est parce que les collègues qui sont des gestionnaires étaient confrontés à des situations d'agents qui étaient, comment dire, qui avaient une angoisse, beaucoup d'anxiété à l'idée de reprendre le travail. Alors, parce qu'ils étaient absents longtemps, parce que l'arrêt était consécutif à une pathologie, un burn-out, etc. Et en fait, les collègues étaient confrontés à ça alors qu'elles font du suivi administratif. Et en fait, je crois que le premier agent que j'ai reçu, c'est quelqu'un qui devait reprendre et qui ne se voyait pas reprendre. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'a démarré le premier accompagnement. Après, ils vont commencer donc, à m'orienter à chaque fois d'autres personnes parce que c'est le seul service qui est en lien avec les agents pendant l'arrêt, parce qu'il y a ce suivi administratif, les expertises, etc. Dans ce service aussi, il faut savoir que vous avez des agents qui sont très angoissés et qui vont sans doute, comment dire, pleurer au téléphone, être vraiment très très mal. Et du coup, effectivement, pour les collègues qui gèrent ces situations administratives, c'était une charge mentale importante parce qu'il n'y a pas de formation d'assistante sociale, il n'y a pas de formation de psychologue ni quoi que ce soit. Et donc, voilà, donc c'est comme ça que ces personnes ont été petit à petit, voilà, orientées vers moi. Et après, ça a été formalisé dans un courrier. Très peu de temps après, quelques mois après, notre DGA a souhaité que ce soit un service qui doit être proposé aux agents. Et donc, au moment où l'agent reçoit son courrier dans lequel on lui explique que soit effectivement il va passer en CLM, soit il va reprendre, on attend l'expertise, automatiquement il y avait dans le courrier, vous pouvez aussi prendre contact avec Yamina Sejon, etc., etc. Et donc, les agents le faisaient, voilà, beaucoup le faisaient, certains ne le faisaient pas, mais l'ont fait après avoir repris. Et après, effectivement, cet accompagnement qui se fait aujourd'hui depuis l'arrêt jusqu'à la reprise et encore après la reprise, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est proposé en fait par tout le monde. Aujourd'hui, nous avons le pôle absence longue, nous avons l'encadrement. Alors, quand je parle de l'encadrement dans nos structures CNFPT,
c'est qu'en fait, on a ce qu'on appelle des directeurs adjoints ressources RH par grande délégation. Et donc, c'est eux qui sont en lien avec leur chef de service, leur directeur, etc. Et qui, du coup, voilà, proposent, donc il y a tout un travail qui se fait en amont, propose aux agents un accompagnement et propose qu'ils prennent contact avec moi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une file active très importante. Alors, vous avez aussi effectivement les syndicats qui peuvent orienter les agents. Vous avez des collègues de travail qui orientent des collègues, vous voyez. Et donc, ça a fonctionné un peu par le bouche à oreille, mais la voie officielle du courrier qui part du pôle absence longue, elle existe toujours. Voilà. Alors, ce que j'en entends, Yalina, c'est aujourd'hui que la politique, en tout cas, de process de gestion des retours d'arrêt long, il est aussi porté par la DGA et il a été diffusé et communiqué de façon à ce que chaque acteur de l'organisation puisse être un relais pour vous et pour les agents, en tout cas pour les orienter vers vous. Exactement. Et alors, c'est Sylvia qui en parlera tout à l'heure. Et donc, voilà, donc il y a aussi une équipe pluridisciplinaire. Et on a mis en place donc l'équipe pluridisciplinaire mensuelle qui a lieu au siège en présence de la DGA, parce que c'est vraiment une politique santé au travail qui intègre le retour à l'emploi, etc. Et maintenant, nous avons mis en place, comment dire, allez, on va dire des équipes pluridisciplinaires décentralisées dans chaque délégation. Hein, donc, les délégations du CNFPT, c'est des délégations comme dans les régions, hein, toutes les régions. Et donc, nous avons institué ce qu'on appelle des points locaux. Et les points locaux, ça nous permet de voir territoire par territoire tous les agents qui sont en arrêt, où en sont les expertises, et on a mis dans ces points locaux, les membres de ces points locaux, ce sont le pôle absence longue, quelqu'un du service recrutement, conseil en évolution professionnelle, bien sûr Sylvia et moi, et les personnes, le DAR et le santé au travail de chaque délégation. Ce qui fait on ne peut oublier personne. Et ce qui est important, puisque j'entendais parler tout à l'heure d'agilité managériale, c'est qu'en fait, moi, je suis vraiment, je pense que l'échange de pratiques, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que quand les ordres partent d'en haut et qu'on dit, alors la santé au travail, les RPS, etc., et que vous invoquez la responsabilité de l'encadrement sur la santé au travail des agents avec le risque pénal, etc., je pense, moi, que si vous ne leur donnez pas les moyens d'exercer cette responsabilité, c'est-à-dire de comment faire, eh ben, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas le métier de tout le monde, c'est nouveau, etc. Donc, le fait de mettre en place, vous voyez, ces points locaux avec les acteurs du territoire, de la délégation, eh ben, du coup, aujourd'hui, c'est un réflexe. C'est même plus moi aujourd'hui qui propose des points locaux, c'est des demandes qui viennent des délégations. Voilà, on a plusieurs situations, on a plusieurs agents qui sont en arrêt. Un tel va finir son CLM. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a besoin d'un aménagement? Et après, écoutez, Yamina et Sylvia, peut-être que ça serait intéressant d'accompagner l'agent. Est-ce qu'on peut faire un point? Vous voyez, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça s'est fait. En fait, on n'a rien imposé. Les choses se sont, se sont imposées d'elles-mêmes, en fait. Voilà. Et comme ça apporte quelque chose, ça enlève aussi, parce que bon, les responsables, les RRH, les encadrants, quand ils sont face à des situations de reprise comme ça, avec un collectif de travail qui est en tension parce qu'il y a un agent qui revient et qu'il a un aménagement de poste, vous avez des médecins du travail qui disent il faut baisser la charge de travail. Qu'est-ce que ça veut dire baisser la charge de travail? Donc, ce sont toutes ces réflexions qu'on propose, d'échanger pour vraiment favoriser le retour à l'emploi et aussi l'agent concerné, c'est-à-dire qu'ils comprennent que le fait de réduire une charge de travail ne règle pas le problème, parce qu'il y a aussi le collectif. Donc nous, notre entrée, elle est individuelle toujours, mais avec toujours en tête la question du collectif. Alors, ça a l'air simple hein, comme ça quand vous l'évoquez en disant les choses se sont imposées d'elles-mêmes presque. Pour autant, on voit bien que ça a été structuré, hein, puisque c'est porté par la DGA. Vous avez mis en place des commissions mensuelles, avec aussi des commissions locales, on va dire des points locaux, qui font que c'est aussi comme ça que les situations vous sont remontées et sont traitées et accompagnées. Ça s'est pas fait, j'imagine, en un claquement de doigts.
Alors c'est sûr que si c'est moi qui avais voulu faire ça comme ça, je ne sais pas, il faut une volonté, je dirais, il faut une volonté politique. Voilà, il faut une volonté politique. Quand je dis une volonté politique, ça veut dire que vous avez un président, vous avez un DGS, et vous avez ce DGA. Si les choses sont comme ça aujourd'hui au CNFPT, c'est avant tout, je veux dire, en raison d'une volonté, comment dire, du CNFPT dans sa politique de santé au travail. Et du coup, il y a eu effectivement une ouverture sur ce type de mode opératoire, de travail, etc. Parce qu'aujourd'hui, on parlait des accompagnements, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, moi, j'accompagne, je mets en place des coachings pour la reprise de travail. Et quelle que soit la catégorie de l'agent. On a des agents de catégorie C. Je dis ça parce qu'on m'avait déjà posé la question, mais il y a des agents de catégorie C qui font des coachings. Oui, parce que la question, ce n'est pas le coaching. On ne met pas en place des coachings pour monter les personnes en compétences. On met en place des coachings pour s'interroger sur les difficultés qu'on a rencontrées dans son travail, qui nous ont à un moment donné mené à un arrêt long. Ce n'est pas anodin un arrêt long. Voilà, c'est pas anodin. Qu'il soit issu d'une pathologie, d'un burn-out, de troubles psy, etc. Et donc, c'est de permettre à un agent de s'arrêter un petit peu dans sa carrière, parce que c'est vrai que ça ne leur arrive pas souvent, ça, parce que souvent, quand on parle de coaching, on parle de cadre, de manager, etc., etc. Et là, non, c'est je m'arrête sur une période de 6 mois et je m'autorise à réfléchir sur mon parcours. Et en fait, on a des choses extraordinaires après qui arrivent. Il y a des gens qui partent. Vous voyez, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui font autre chose. Ça leur donne une. Voilà. Et moi, je suis très, très. Comment dire, je suis très fière de ces accompagnements en coaching qui se font à l'extérieur, avec des prestataires externes. Justement, c'est important ça pour garantir une neutralité et garantir cet espace confidentiel, parce que sinon, on ne peut pas accompagner un collègue de travail. Je veux dire, quand on travaille soi-même voilà, dans la même collectivité, c'est plus compliqué quand même sur ces questions-là en tout cas. Alors, on en reparlera effectivement des coachings. Aujourd'hui, est-ce que vous suivez certains indicateurs au niveau de l'absentéisme et dans ce cas, lesquels sont? Alors, alors vous avez le service arrêt long en fait qui vous oriente, en tout cas qui vous désigne les agents concernés. Est-ce que vous, au sein de votre service avec Sylvia, vous suivez certains indicateurs d'absentéisme? Alors moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que 100% des agents qui ont été accompagnés, qui sont accompagnés, sont revenus au travail et il n'y a plus d'arrêt. D'accord. Voilà, il n'y a plus d'arrêt, alors qu'on avait connu effectivement des rechutes, vous voyez, des retours avec des rechutes, vous voyez, voilà, des personnes qui se sont mises absentées. Aujourd'hui, enfin, voilà, c'est pas de mon fait, non seulement, mais ce que je veux dire, c'est ce que je constate, c'est qu'en fait, voilà, ça veut dire que ces accompagnements sont vraiment très, 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 très utiles. Voilà. Alors, oui, voilà, c'est tout. En fait, voilà, moi, je peux vous parler que de mes indicateurs, des agents que j'accompagne. Ils sont contents, ils sont contents. Alors, beaucoup sont restés arrêtés assez longtemps. C'est pas tout rose non plus. Des fois, voilà, des fois, il y a des petites frictions quand même. Vous voyez, par exemple, parce que tout dépend de l'événement qui a mené à l'arrêt de travail. Voilà. Alors, des fois, vous savez, vous pouvez avoir de la méfiance, etc. Mais une fois que c'est lancé, je ne sais pas, j'ai l'impression, moi, que c'est vraiment un nouveau départ. Voilà. Et le nouveau départ, c'est le nouveau départ sur le poste, des fois sur un autre poste, et le nouveau départ, ça peut être aussi un départ ailleurs. Mais c'est accepté. Voilà. Donc, en fait, on ne sait jamais ce que va produire cet accompagnement. En tout cas, alors, il fait du bien aux agents, à condition, bien sûr, d'embarquer la hiérarchie. Voilà. Ça ne peut pas se faire non plus sans la hiérarchie parce qu'il y a aussi à comprendre. Alors bon, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Moi, je souhaite travailler sur des profils atypiques, etc., parce qu'on a beaucoup de profils aujourd'hui, HPI, Asperger, etc., etc. C'est des personnes qui ne sont pas recrutées, on ne le sait pas en fait, et c'est dans le travail qu'on se rend compte, et puis après, dans l'accompagnement, on découvre des choses.
Et ça, par contre, aujourd'hui, les encadrants dans les structures, c'est quelque chose de nouveau, vous voyez, voilà. Et donc là, il y a tout un travail qui va être fait aussi sur ces questions, sur ces profils atypiques. Voilà, personnalité complexe. C'est pas péjoratif, hein, ce que je dis. Hein. J'entends bien. Alors, on peut peut-être continuer un peu le déroulé de notre webinaire et du coup aborder la phase pendant l'arrêt. Charline, Oui, je te laisse la parole. très bien. Merci en tout cas Yamina pour le témoignage. On va poursuivre effectivement. Donc en regardant ces 3 principaux enjeux, comment j'arrive à maintenir un lien bienveillant avec l'agent pendant l'arrêt de travail. On va voir ensuite comment on peut l'informer davantage sur ses droits qui vont se perdurer pendant son arrêt, et puis l'accompagner aussi pour préparer son projet professionnel. Alors, donc, en ce qui concerne le maintien du lien pendant l'arrêt, on a une loi qui est intéressante, qui est la loi du 2 août 2021, qui nous explique que même en suspension du contrat, il est intéressant de maintenir ce lien avec l'agent. Et on va voir pourquoi c'est important. Déjà, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a 2 préalables. Il faut que ce maintien du lien il soit prévu dans la politique de l'établissement et qu'il soit explicité de manière claire et authentique. Il faut qu'on connaisse aussi à l'avance le choix de l'agent. Donc, est-ce qu'il a envie, est-ce qu'il consent à maintenir ce lien ou pas? Et évidemment, les acteurs clés pour maintenir ce lien, ce sont les managers, les services RH ou le référent handicap. Donc, pourquoi c'est important de rester en lien avec l'agent? Déjà, l'informer sur tout ce qui concerne l'évolution du service, les changements organisationnels, ça va permettre de créer un cadre rassurant pour l'agent qui va se sentir en confiance. Voilà, ça va aussi lui permettre de continuer à se projeter dans l'organisation et du coup, ça va jouer sur le sentiment d'appartenance. Le fait aussi d'informer les équipes de son retour, ça va lui permettre de préparer un petit peu, de se sentir accueilli aussi à son retour. Et donc, tout le collectif de travail va se mettre aussi, va être vigilant dans le cadre du retour de l'agent à l'emploi. Donc ça, c'est important. Ce qu'on peut aussi mettre en avant, peut-être en tout cas, on vous incite à regarder une ordonnance qui est une ordonnance du 25 novembre 2020, notamment parce qu'il y a des dispositions sur le retour à l'emploi des agents publics. Donc ça peut être aussi un point de référence pour vous. Et je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, il y a cette légende urbaine qui veut qu'on ne peut pas communiquer avec un agent qui est arrêté. Pour autant, à partir du moment où l'agent a exprimé son accord pour continuer à être informé, pour continuer à bénéficier en tout cas des dispositifs pendant son arrêt, on peut tout à fait entretenir une relation bienveillante avec l'agent et lui permettre d'avoir accès à toutes les informations de l'établissement ou de l'employeur. Et donc, garder le lien avec l'agent, ça signifie pas forcément, enfin ça ne signifie pas d'ailleurs, de garder le lien sur le contenu des dossiers. C'est vraiment continuer à communiquer des informations concernant l'environnement de travail, donc la vie du service, l'organisation, et ça nécessite pas forcément une obligation de retour de sa part. Donc, l'important en fait, c'est d'expliciter aussi en quoi ça peut être important de garder ce lien, d'expliciter que plus vous allez échanger, plus il y aura des partages d'informations intéressantes qui vont permettre de préparer le retour à l'emploi de l'agent. Et c'est ça qui est important. Donc là, on vous propose un exemple de calendrier qui peut être intéressant à titre de modèle, hein, mais avec des échéances différentes. Donc, 2 semaines avant l'arrêt, vous pouvez toujours essayer de le contacter, soit par mail, soit par SMS ou carrément de l'appeler, prendre de ses nouvelles et puis lui dire que vous restez à sa disposition en cas de besoin. Voilà, donc c'est important parce que lui va pouvoir prendre confiance, en tout cas garder cette confiance à l'égard de l'organisation. Et il faut aussi respecter le fait qu'il puisse ne pas souhaiter entrer en lien et du coup respecter son choix.
Au bout d'un mois d'arrêt, vous pouvez aussi lui adresser un courrier en l'informant voilà, de l'importance de garder ce lien, peut-être en lui demandant ses préférences, voilà, à quelle fréquence il veut être contacté, comment, etc. Et puis, n'hésitez pas aussi, par exemple, à l'informer de la possibilité d'avoir une visite de pré-reprise ou d'un rendez-vous liaison. Donc, on va aborder ces éléments-là dans la prochaine slide. Et un mois avant la reprise, vous pouvez aussi donc, lui indiquer, échanger avec lui pour connaître ses besoins. Peut-être qu'il a besoin d'aménagements spécifiques pour reprendre ses fonctions. N'hésitez pas aussi à l'informer de la visite de reprise et voilà, s'il y a évidemment des changements qui le concernent, allez lui communiquer. Alors, on a des questions dans le chat. La première question, c'est comment demander le consentement de l'agent? Alors, peut-être, Yamina et Sylvia, vous pourrez nous éclairer sur la façon dont vous procédez au CNFPT. Généralement, pour demander le consentement de l'agent, c'est ce qu'on vous précisait. Et ça, il faut déjà que ce soit clairement explicité, c'est-à-dire que dans la politique de santé de votre établissement, de l'employeur, il est important de préciser que vous avez une volonté, en tout cas, de maintenir ce lien pendant l'arrêt. Et après, demander le consentement de l'agent, c'est avant l'arrêt, effectivement, demander à la personne, par le biais d'un formulaire, tout simple, s'il souhaite, si il ou elle souhaite être maintenu informé des évolutions de l'organisation ou des dispositifs auxquels il peut prétendre. Donc, c'est à mon sens un formulaire assez simple. Yamina, Sylvia, comment vous procédez au CNFPT? Alors, on n'a pas forcément matérialisé par un formulaire, à ma connaissance. Maintenant, ça se fait en fait de manière plutôt, on pourrait dire intuitive, les managers avec les personnes, avec leurs équipes, leurs agents. Après, oui, comme Yamina vous le disait tout à l'heure, quand il y a au bout de 3 mois d'arrêt de travail, de toute façon, il y a un courrier qui est envoyé pour effectivement indiquer la suite de la procédure au niveau statutaire par rapport à des expertises et autres, le passage en CLM éventuellement. Et dans ces cas-là, on donne effectivement, il y a une forme déjà de lien qui est un peu officielle par ce courrier. Maintenant, mais c'est vrai que ce serait peut-être quelque chose à développer, à se soumettre. Alors, juste ce que je voulais ajouter, merci Sylvia. Donc en fait, c'est vrai, comme disait Sylvia, c'est intuitif parce que c'est pas évident en fait. C'est pas évident quand un agent est en lien avec son institution, avec le pôle absence longue. Il y a une raison, c'est le suivi administratif, c'est les expertises, la liste des experts, etc. Et donc, en fait, on va ressentir à quel moment ça va être possible. Donc, moi, je sais que je vais plutôt m'adresser aux personnes qui sont en lien administratif avec les agents. Voilà. Alors, ça peut être l'encadrant, ça peut être le pôle d'absence longue. On n'a pas d'assistante sociale au CNFPT. Donc, on a une assistante sociale qui intervient sur les situations urgentes, mais elle n'est pas du CNFPT. Donc ça, c'est aussi un peu compliqué parce que la seule personne qui pourrait entrer en contact avec un agent, ça serait l'assistante sociale. Mais par contre, quand par exemple, moi je sais que pour rentrer en contact directement avec un agent sans me poser de questions, c'est quelque chose que je prépare avec le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Et en fait, comme on a des bonnes relations avec les médecins du travail, je vais demander aux médecins du travail d'indiquer dans ses préconisations de demander un suivi par la direction travail et santé. Et quand c'est suivi, c'est moi en fait. Et donc, quand j'ai une préconisation comme celle-là, du coup, je peux, moi, entrer en contact avec la personne, même si je ne la connais pas. Alors, bien sûr, je connais sa situation administrative, maladie, etc. Mais je veux dire, elle ne me connaît pas, elle n'a jamais eu affaire à moi. Qu'est-ce que c'est que ces accompagnements individuels? Qu'est-ce qu'on veut me faire, etc., etc. Et donc, du coup, je prends contact et j'indique, voilà, comme suite aux préconisations du médecin du travail, je vous propose un rendez-vous tel jour. Et le contact se fait comme ça. Voilà.
Mais aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, cette démarche, elle n'est pas formalisée à travers un questionnaire. On a dans les questions, faut-il demander son consentement à la signature du contrat, par exemple, en mettant une phrase type du exemple, si vous êtes en arrêt, autorisez-vous le relais handicap à maintenir un lien bienveillant avec vous. Aujourd'hui, ça, c'est pas formalisé chez vous, mais pour autant, j'entends que les personnes ont la possibilité de ne pas répondre à vos sollicitations. Oui, voilà. Donc en fait, la différence avec, c'est ça la différence avec le suivi, comment dire, administratif et le nôtre. Le suivi administratif pour l'absence longue, il est obligatoire parce qu'il y a les expertises, il y a les instances, il y a tous ces échanges. Avec la direction travail et santé, honnêtement, c'est une démarche volontaire. Parce que sinon, ça ne marche pas. Du fait de ce qu'on propose, vous voyez, c'est-à-dire le type d'accompagnement qui est proposé, qui est personnel, qui peut être intime. Donc, on sait que voilà, il va falloir qu'on vous fasse confiance. Et donc, voilà, je préfère que les agents me sollicitent directement, envoient un mail, etc. Mais bien sûr, c'est préparé en amont, tout ça. C'est préparé avec le médecin du travail. C'est préparé avec toute personne qui a un lien bienveillant avec cet agent. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais des agents qui peuvent être suivis par des syndicats. Voilà. Toute personne qui a un lien de bienveillance avec un agent peut proposer de me solliciter. Parce qu'en même temps, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Je suis un agent du CNFPT, je travaille en RH, je comprends en même temps qu'un agent, sur une problématique d'accompagnement personnel qui peut venir d'un conflit, d'un burn-out, etc., qu'il n'y ait pas, qu'on ne fait pas confiance comme ça immédiatement. Donc cette confiance, il faut pouvoir la construire en proposant un cadre d'accompagnement très confidentiel. Ça, c'est pour ça que je vous parle des accompagnements. Le fait qu'ils se déroulent à l'extérieur avec un prestataire et où ni moi ni Sylvia ne sommes au courant de ce qui se passe dans ces coachings, parce qu'il y a une déontologie. Et moi, je pense qu'il y a des agents qui n'auraient pas eu le parcours qu'ils ont eu de retour à l'emploi s'il n'y avait pas eu cela. Donc, c'est pour ça que moi, je ne partage pas trop, vous savez, alors, il y a des choses qui sont formalisées, mais ça, l'accompagnement individuel, c'est vraiment au choix de la personne. Et vous voyez, ça a très bien marché, c'est qu'aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des courriers. On croule sous les demandes. Voilà, c'est 90 agents cette année, 105 l'année dernière. Donc, il faut qu'on recrute parce que moi toute seule, voilà, ça c'est beaucoup. Donc vous voyez, et je pense que ce qui a vraiment, pourquoi ça fonctionne, parce qu'il y a cette confiance et c'est très important. Je vais rebondir sur. Moi, je suis arrivée dans la direction il y a 3 mois. J'avais un parcours précédemment dans d'autres collectivités plus généralistes en paye en carrière. Vraiment, ce qui m'a vraiment étonnée effectivement en intégrant cette direction travail-santé, c'est en fait ce côté que je trouve extrêmement humaniste, novateur, empathique aussi. On se soucie vraiment du bien-être, de l'accompagnement de l'agent, effectivement, avant, pendant et après l'arrêt de travail. Notamment, on en reparlera après des fameux comités, des commissions mensuelles. Moi, ce qui m'a étonnée, effectivement, c'est un petit peu ce positionnement qui est un peu spécifique, effectivement, notamment dans les accompagnements d'Yamina, parce que les collègues qui appellent, qui sont en situation souffrance, que ce soit par rapport à une maladie ou par rapport à une problématique de management et autres, effectivement, elle s'adresse quand même à quelqu'un qui est dans la structure. Donc, on peut quand même avoir un a priori de se dire, mais mince, est-ce que si je vais voir cette personne, est-ce que effectivement après, je ne vais pas me faire entre guillemets taper sur les doigts, est-ce qu'il ne va pas y avoir non, en fait non, parce qu'il y a vraiment cette prise de recul, d'écoute, ce positionnement, et que les choses sont claires et transparentes et effectivement faites avec beaucoup de confidentialité, de précaution. Pour interagir aussi avec différents acteurs. C'est vraiment aussi un travail de dentelle, je trouve, avec différents intervenants. Et en fait, c'est vrai qu'on fait, le travail accompli est magnifique humainement par rapport à, moi, d'expérience d'autres collectivités,
je n'avais pas vu voilà, de tels accompagnements. C'est vraiment une découverte. Voilà. Merci Sylvia. Je voulais ajouter quelque chose et puis après, voilà, parce que quand on parle d'accompagnement, de bien-être au travail, alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, hein, bon, la notion de bien-être au travail, c'est pas coucou les petits oiseaux, les bisounours, etc. Pas du tout, hein. Dans ces accompagnements-là, on a des confrontations. Je parlais de coaching. On a, comment dire, des confrontations. On a des agents qui sont, alors ça se fait toujours avec beaucoup de bienveillance, mais si vous voulez, quand il y a eu par exemple une problématique managériale ou de conflit, etc., par rapport au handicap, par rapport à la reprise, eh bien on se rend compte, voilà, quand on reprend le parcours, on se rend compte qu'il y a eu effectivement des points d'achoppement, etc. Mais en fait, l'agent, il n'est pas en faute, c'est qu'on lui permet de prendre du recul et de regarder sa propre situation, et comme je le disais tout à l'heure, ce qui l'a mené à ça, et des fois, eh bien, il est confronté à des erreurs, à des fautes, vous voyez. Mais comme on ne va pas le savoir, si vous voulez, ce qui se fait, et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, vous avez des personnes, lorsqu'elles reviennent, eh bien, elles sont différentes, parce qu'il y a eu cette analyse, l'analyse de la difficulté, pourquoi, qu'est-ce qui en moi, qu'est-ce qui dans mon fonctionnement a fait que ceci m'est arrivé. Et très souvent, c'est ah oui, mais ça m'était déjà arrivé dans d'autres collectifs, mais en fait, je pensais que c'était les autres, et maintenant, j'ai compris ce qui vient de moi aussi. Voilà. Alors ça, c'est sûr, comme le disait Sylvia, ça ne peut pas être discuté avec moi. Travaillant RH, vous voyez, les fameux biais cognitifs, on peut avoir des biais, etc. Donc le fait de dire, voilà, moi je fais toujours au départ mon premier entretien, la première rencontre, c'est un entretien de pré-diagnostic qui dure 1h30 à 2 heures, vous voyez, où je vais dresser, comment dire, un tableau des différentes problématiques avec des mots comme la question qui est posée, c'est la légitimité, la question qui est posée, c'est mon état de santé, c'est le management, c'est les agents. Hein. Et en fait, ce sont ces grandes lignes après que moi je vais présenter à un prestataire. Je dis voilà, à mon avis, ce sont ces sujets qu'il faut travailler. Voilà, qu'il faut travailler. Et c'est ça qui est travaillé. Donc, c'est ça que je disais, c'est pas le bien-être, voilà, c'est la santé au travail, c'est le bien-être au travail, mais qui peut passer aussi par des remises en question. Voilà. Et pour dire les choses aussi, il y a des agents qui n'acceptent pas ces accompagnements aussi parce qu'ils n'ont pas envie de. Ça arrive, hein, qu'il y ait des propositions d'accompagnement une fois, 2 fois, on propose, et puis il y a des agents qui ne veulent pas faire ce travail-là. Et voilà, ça aussi, c'est la réalité. Oui. Quoi qu'il arrive, en tout cas, vous respectez le choix de l'agent d'être accompagné ou pas, d'être informé ou pas. Je vous propose de poursuivre, parce que je vois le temps qui passe. Pendant l'arrêt, Charline. Oui, alors, donc on en parlait, c'est important que l'agent ait conscience des droits dont il peut bénéficier pendant l'arrêt. Donc, il y a notamment les droits médicaux avec la visite de pré-reprise, hein, qui est une visite médicale qui va permettre à la fois d'accompagner, de préparer au mieux et d'anticiper le retour à l'emploi de l'agent. Et il y a aussi donc, le suivi, on en a parlé avec la loi du 2 août 2021, le rendez-vous de liaison, qui va permettre de maintenir ce lien avec l'agent et du coup de lui donner aussi des informations sur toutes les actions, par exemple, de prévention de la désinsertion professionnelle, donc tout ce qui touche à la formation, à la reconversion, etc. Donc, il bénéficie de droits à la formation. Dès lors que le médecin donne un avis favorable, il peut se former, faire par exemple un bilan de compétences pour faire le point sur les compétences acquises et celles qui sont transférables pour éventuellement changer d'orientation professionnelle, faire valider ses acquis de l'expérience au travers d'une VAE, pareil pour pouvoir travailler sur son employabilité et éventuellement accéder à un nouvel emploi, et puis passer aussi par l'apprentissage.
Voilà, donc ça, c'est toutes les possibilités qui s'offrent à lui dans le cadre du droit à la formation. Et il a la possibilité aussi de bénéficier de dispositifs internes d'aide, comme par exemple les aides au travers d'acteurs de référence, donc le FIP, pouvoir bénéficier éventuellement d'aménagements de poste. En fonction aussi de ses besoins, il peut avoir des prestations d'appui spécifiques. Il peut y avoir aussi donc, un partenariat avec les organismes comme les prévoyances, bénéficier de coaching interne, donc Yamina nous en a parlé, et voilà, c'est intéressant de voir dans quel contexte vous proposez ces accompagnements et comment ça peut peut-être lui permettre de développer sa confiance et sa sérénité pour revenir à l'emploi. Voilà, donc toutes ces possibilités. Alors, donc on en a parlé, le rendez-vous de liaison, c'est à la fois comment je maintiens le lien et j'informe l'agent. La visite de pré-reprise qui va permettre au médecin d'évaluer un peu les fragilités et du coup de pouvoir faire des préconisations sur éventuellement les aménagements ou les adaptations possibles. L'idée, en fait, c'est de récolter de la matière au travers de ces rendez-vous, c'est d'avoir des informations utiles qui vont aider l'agent dans le cadre de sa reprise de poste et du coup, qui vont permettre de s'appuyer sur des dispositifs. Donc, on va essayer de trouver des solutions, comme par exemple voilà, des aménagements de poste, une adaptation peut-être du temps de travail. L'agent peut peut-être aussi, en fonction de sa situation, passer par la voie du reclassement, par la reconversion, peut-être aussi être accompagné dans le cadre de la demande de RQTH. Et dans tous les cas, il y a la possibilité de s'appuyer sur, par exemple, les aides du CHIP. Il y a un catalogue auquel, évidemment, je vous renvoie pour mobiliser ces aides. Il peut y avoir aussi des aides qui sont issues du droit commun, par exemple de la MDPH également. Et puis, peut-être que vous avez aussi des dispositions internes spécifiques, comme des accords peut-être aussi, qui peuvent bénéficier aux agents. Voilà, donc ça, tous ces éléments-là sont importants. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir, vous, au CNFPT, du coup, quel dispositif vous activez, comment vous mettez en œuvre ces différents dispositifs. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu votre expérience, Yamina et Sylvia? Sylvia? Alors oui, donc dans les comment dire, les outils les plus souvent utilisés, donc il y a les prestations d'appui spécifique pour des handicaps type auditif, cognitif, qu'est-ce qu'il y a encore, Toutes les passes, en fait, toutes les passes, les prestations d'appui spécifiques. Celles qu'on mobilise beaucoup, ce sont les passes troubles cognitifs, handicap psy. Voilà. On fait prescrit au départ beaucoup de bilans cognitifs. On travaille beaucoup avec ARIM Conseil. Voilà. Et en fait, après, Sylvia, il y a les EPAST. On mobilise beaucoup d'EPAST. Je crois qu'en 2022, il y a dû y en avoir à peu près 25 et des passes à peu près pareilles. Ouais. On en a beaucoup. Alors, vous êtes autoprescripteur Oui. sur ces dispositifs, puisque, je le rappelle, vous êtes conventionné avec le FIPHFP, et donc vous êtes autoprescripteur. On avait vu aussi pendant la préparation qu'il y avait différents types d'actions que vous mettiez en place, notamment une prestation qui est pour les personnes touchées par le cancer, avec des ateliers de médiation cognitive. Oui. Les coachings, vous en parliez. Est-ce que déjà, sur la prestation avec la MNT, vous pouvez nous en toucher un mot? Oui. Alors, donc en fait, on travaille beaucoup avec la MNT. Donc, voilà, donc c'est une prestation qui nous a été présentée par le médecin national et en fait, ils ont passé une convention, la MNT a passé une convention avec le Centre de lutte contre le cancer de l'hôpital de Bordeaux. En fait, ce sont des ateliers de remédiation cognitive
et qui auparavant était destiné aux fonctionnaires travaillant à Bordeaux, hein, voilà. Et depuis le Covid, donc ils ont été comment dire, mis en distanciel, et du coup ça a été ouvert à tous les agents qui sont comment dire qui sont suivis par la MNT, voilà. Et donc là, pareil, donc c'est parce que, alors, je vous explique rapidement. Donc le dispositif s'appelle OnCogite, ONCOGITE. Alors en fait, il s'agit de comment dire de refaire travailler la mémoire de travail. Donc on est bien sur la reprise de travail. Et alors ce sont des troubles cognitifs qu'on appelle troubles cognitifs subtils qui sont liés au traitement chimio. Donc par exemple, si vous connaissez Arim Conseil ou d'autres prestataires qui font des bilans cognitifs ou qui font des accompagnements troubles cognitifs, ça n'est pas pareil. Quand on a des troubles cognitifs liés à un traitement chimio, ce sont des ateliers de remédiation qui sont, il y a une dizaine d'ateliers, et en fait avec des séances d'1h30 qui sont très très lourds. Moi j'ai des agents qui m'en ont parlé, mais par contre c'est vraiment très très efficace parce que c'est pensé par des médecins, c'est pensé par des spécialistes en neurosciences, etc. Donc en fait voilà, donc cet outil-là, c'est pareil, c'est le pôle absence longue. Quand il y a une reprise d'un agent ou un agent qu'ils accompagnent et dont ils connaissent forcément la pathologie, alors on leur dit de prendre contact avec moi. Et donc là, on a passé effectivement, il y a un courrier qui a été validé par la MNT, en fait, et qui est envoyé quand la MNT oriente, quand c'est mes collègues qui orientent vers moi, donc moi après je fais le retour à la MNT, et quand la MNT oriente, la MNT maintenant oriente vers moi également. Donc les agents reçoivent un courrier où on leur demande est-ce que vous êtes d'accord qu'on transmette vos coordonnées à Madame Séjon, etc., etc. Et du coup, les agents viennent vers moi. Donc je fais toute une présentation et après je les mets en contact avec OnCogite. Voilà. Mais ça, je pense que c'est pas que nous. Hein. Ça, en fait, je crois que tous ceux qui ont une convention, les collectivités qui ont une convention avec la MNT, voilà, c'est quelque chose qui peut être intégré dans la convention. Et sincèrement, c'est vraiment très très bien puisque c'est payé, quoi. Je veux dire, voilà. Et il y a des agents quand ils reprennent, ils n'ont pas les moyens d'avoir un accompagnement comme celui-là. Vous savez, on est sur des accompagnements, aménagement de poste, télétravail, etc. Et sur cette question de troubles cognitifs liés à un cancer, eh bien, en fait, il n'y a pas, ou alors les agents doivent se faire suivre en finançant ça eux-mêmes. Voilà. Donc en fait, tout outil, en fait, si vous voulez, tout outil, s'il répond à une situation donnée, est bon à prendre. Moi, c'est un peu ma devise, quoi. Donc là, j'ai découvert OnCogite. On a aussi 25 séances avec la MNT, avec un psychologue du travail pour la reprise que j'ai mobilisé. Ils ont un prestataire qui s'appelle Neria. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il faut avoir une boîte à outils avec plein de solutions, vous voyez, qui sont soit dans des conventions, soit avec le FIP, ou voilà, soit avec une mutuelle, etc. Et de se dire, voilà, dans telle et telle situation, j'ai tel et tel outil. Voilà. Alors, peut-être juste, vous pouvez repréciser pour nos participants, à quel moment vous sollicitez justement cette batterie d'outils? Est-ce que c'est plutôt pendant l'arrêt? Est-ce que c'est au moment de la reprise? En fait, dès qu'il y a le premier entretien avec l'agent, donc c'est pendant l'arrêt, c'est au cours de, comment dire, au moment de la reprise, etc. Si vous voulez, au départ, l'entretien, si vous voulez, d'1h30 à 2h quelquefois, voilà, eh bien, il vous permet de voir un peu les grandes lignes, si vous voulez. Vous avez les éléments de contexte de l'arrêt de travail, les difficultés que l'agent va vous exposer. Vous allez avoir aussi des résultats d'expertise, vous voyez, les préconisations des experts et la visite de pré-reprise. En fait, si vous voulez, moi, mon plan d'action, au départ, c'est ça, c'est l'entretien de diagnostic et après, quels sont les temps forts de cette reprise et les éléments
qu'il va falloir prendre en compte. Alors bien sûr, je ne suis pas toute seule là-dessus, le pôle absence longue qui me remet les expertises, voilà, on a des points réguliers. Et donc, si vous voulez, pendant toute cette période-là, moi, je vais expliquer à l'agent ce qu'on va faire. Alors, il y a la partie de son accompagnement. Après, il y a le travail à faire avec la délégation, la hiérarchie, le DAR. Après, il y aura peut-être aussi le contact avec le médecin du travail. Il m'arrive très souvent, avant que l'agent ait le rendez-vous avec le médecin du travail, et c'est là que la confiance est importante, c'est qu'en fait, l'agent, je lui dis, voilà, vous allez prendre rendez-vous, un rendez-vous de reprise. Est-ce que vous m'autorisez à prendre contact avec le médecin du travail pour lui expliquer un peu le contexte de la situation? Alors, ils disent toujours parce qu'il y a beaucoup trop de choses, voyez, et s'il y a quelqu'un pour le faire à leur place, c'est-à-dire expliquer la situation, les motifs de l'arrêt, moi, je ne parle jamais de la pathologie, toujours des effets, de l'impact, voilà. Et après, quand l'agent a pris rendez-vous, j'envoie un mail au médecin du travail, je lui dis, voilà, vous avez rendez-vous tel jour avec monsieur ou madame, j'aimerais avoir un échange avec vous pour vous donner des éléments de contexte. Et très souvent, déjà dans le mail, j'indique les grandes lignes, et les médecins du travail, je vous assure, ils sont très contents d'avoir des éléments contextuels, voyez, et si vous pouvez, alors des fois, il arrive qu'il y a eu un accompagnement avec ARIM, avec déjà des résultats de bilan cognitif avant la reprise, eh bien, ce bilan, il est remis au médecin du travail, parce que le médecin du travail participe aussi aux accompagnements, il est remis au médecin du travail. Et moi, je me souviens d'un médecin à Toulouse qui avait reçu un bilan, il m'a dit, mais c'est extraordinaire, mais nous, dans les expertises, on n'a pas ça. Vous voyez, voilà. Et donc, du coup, ça va aider le médecin du travail à prendre une décision de préconisation, parce que son objectif aussi, c'est de veiller au collectif. Donc moi, je trouve ça super intéressant. Alors moi, le problème, c'est que moi, j'ai une centaine de médecins sur tout le territoire. Et avant, j'ai connu, moi, 2 médecins. Je travaillais dans un département, j'avais 2 médecins, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus d'agents. Là, il y a tellement de délégations et du coup, j'ai déjà quelques médecins avec qui ce formalisme-là existe déjà. Et il est à construire maintenant avec d'autres. Vous voyez? Voilà. D'où le fait que vous soyez organisé en réseau et que vous travaillez pendant la phase d'arrêt. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, je vous propose de poursuivre sur la phase de reprise du travail et après la reprise. Charlie, peut-être? Alors, donc, à la reprise, effectivement, à nouveau 3 étapes qui sont essentielles. C'est comment, déjà en termes de pilotage, je laisse le soin à un référent unique de coordonner l'ensemble des intervenants. Ensuite, toute la partie sur l'anticipation, l'aménagement, la sécurisation du retour à l'emploi de l'agent. Et on va voir aussi la phase d'accompagnement de l'agent. Alors, donc, on peut donner cette responsabilité au référent handicap, mais ça peut être aussi un responsable RH, d'être en lien avec l'agent et aussi donc avec les acteurs internes et des acteurs externes. Donc, le référent va, par exemple, être en lien avec le DRH, les services internes type achat, etc. Les encadrants et l'équipe de travail, évidemment, pour les sensibiliser aussi au retour à l'emploi de l'agent. S'appuyer aussi sur un réseau de prestataires externes. Donc, vous en parliez, Yamina, il y a toute une palette de prestataires qu'on peut activer, par exemple des coachs, des psychologues, sophrologues, etc. S'appuyer sur la médecine du travail, évidemment, pour avoir les avis et pouvoir réaliser les aménagements et les adaptations efficaces. Et s'appuyer sur le FIP, voilà, qui est l'acteur, on en a parlé évidemment, de référence pour mobiliser des aides. Donc voilà, sur ces différents. En ce qui concerne donc l'anticipation et l'aménagement, donc l'idée c'est que l'agent il va petit à petit se réapproprier son environnement de travail et donc pour ça. Ah, vous m'entendez plus? Allô? On t'entend. C'est bon. Ah. On te réentend. Donc oui, il va. bon.
On vous préconise du coup un certain nombre d'éléments. C'est déjà peut-être d'adapter le mode de management pour s'appuyer sur, par exemple, la communication non violente. Donc, c'est un dispositif. Vous m'entendez pas? Yamina, je vous vois. Si. Ah, Yamina n'entend plus. Si. Ah, ok. On t'entend, Charlie. D'accord. Donc, Marshall Rosenberg a mis en place ce dispositif qui consiste à être dans des relations beaucoup plus authentiques et bienveillantes à l'égard des autres, en s'appuyant par exemple sur l'observation des comportements, des sentiments, l'expression des besoins. Et l'idée, c'est déjà que chacun puisse être dans une compréhension de l'autre et pouvoir éventuellement prévenir et désamorcer certains conflits. Donc ça, c'est un premier dispositif. Ensuite, on va pouvoir aménager l'activité peut-être de l'agent en termes de rythme, de durée, de charge. Il y a peut-être des modalités de contrat de travail qui vont être adaptées avec une reprise à temps partiel, peut-être le recours à davantage de télétravail quand le poste le permet. L'accompagnement aussi au travers du tutorat qui peut être intéressant puisque ça permet un retour sécurisé avec l'aide d'un tuteur sur les difficultés rencontrées. Alors, accompagner aussi éventuellement, dans certains cas de figure, l'agent sur son reclassement au travers du dispositif de la PPR, donc la période préparatoire au reclassement, pour pouvoir lui permettre d'accéder à un nouvel emploi et activer des dispositifs comme par exemple la formation pour qu'il puisse développer des compétences et accéder à de nouvelles opportunités. Alors, donc, un certain nombre de conseils aussi sur lesquels on peut s'appuyer pour accompagner l'agent. Donc déjà, c'est peut-être d'être vigilant face à son comportement et de lui donner des conseils. Donc évidemment, il va falloir qu'il prenne conscience qu'il va devoir avoir une nouvelle gestion du temps de travail, qu'il va devoir être davantage être à l'écoute de ses besoins et aussi du coup de son corps, écouter sa fatigue, éviter de compenser, d'être surinvesti pour ne pas retomber dans une situation compliquée. Donc ça, c'est des points de vigilance qu'on peut avoir en tête. Et évidemment, l'aider, poser un cadre sécurisant pour qu'il puisse exprimer ses difficultés. Donc, évidemment, il y a une charge émotionnelle qui est forte pour l'agent, puisqu'on l'a vu à travers du séminaire, il va traverser des émotions, certainement un sentiment d'anxiété, de peur, de doute, de crainte aussi de rejoindre l'équipe parce qu'il y a peut-être des tensions liées à une surcharge de travail dans l'équipe. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont importants à avoir en tête. Et encore une fois, l'enjeu, c'est le dialogue, c'est comment je vais créer les conditions efficaces pour permettre de réduire les non-dits, pour permettre à l'agent de s'exprimer, d'exprimer les besoins et de trouver des solutions adaptées dans tous les cas de figure, que ce soit des aménagements, des sensibilisations à réaliser auprès des équipes, etc. Alors, quand on a préparé excusez-moi, Charline, quand on a préparé le webinaire avec Yamina et Sylvia, il y a une phrase qui m'a interpellé, qui m'a en tout cas marqué. Vous m'avez dit souvent la personne n'est plus la même, mais elle ne le sait pas encore. Et c'est vraiment important à retenir, puisque là, effectivement, comme le disait Charline, il faut donner des conseils aux collaborateurs, à l'agent. Notamment, l'agent aura peut-être tendance à vouloir se surinvestir dans le travail, à essayer de rattraper le temps perdu, à vouloir montrer qu'il est encore efficient dans ses fonctions, etc., sans, en tout cas, en mettant un peu de côté son ressenti par rapport à son état de santé, qu'il soit physique ou psychologique. Et c'est là aussi qu'est le bénéfice de l'accompagnement que vous pourrez fournir à vos agents, c'est aussi de leur faire prendre conscience, effectivement, qu'ils ne sont plus les mêmes qu'avant leur arrêt. Et que pour le coup, cette évolution les engage à travailler peut-être différemment, en tout cas
avancer différemment. Oui, c'est ça, d'où la nécessité de l'accompagnement, et notamment par rapport au fait que, parce que quand ils sont en arrêt de travail, ils sont chez eux, ils ne travaillent pas. Donc la confrontation au travail, elle se fait au retour. J'allume mon ordinateur, moi j'ai eu quelqu'un qui est arrivé le matin, elle a allumé son ordinateur et elle est restée prostrée devant son ordinateur, et l'après-midi, elle avait un rendez-vous avec le médecin du travail, elle est partie 2 ans en arrêt, alors qu'elle était 6 mois en arrêt au départ. Bon, maintenant, elle est revenue, elle a été accompagnée, on a commencé, parce que bien sûr, il faut rassurer aussi, parce que ça fait peur, on se rend compte après que c'est plus comme avant. C'est plus comme avant, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc le bilan cognitif, très souvent, permet de rassurer que les facultés cognitives sont encore là, mais qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est là qu'effectivement, un coaching psychoprofessionnel est très intéressant, parce que, ou du tutorat, par exemple, sur le lieu de travail, parce que ça va permettre à l'agent de reprendre progressivement et de se dire mes facultés sont là, mais voilà, je ne peux plus travailler de la même manière. Voilà, je ne peux plus, par exemple, travailler dans l'urgence. Je peux travailler, mais travailler dans l'urgence, ça ne va plus être possible. Donc ça veut dire que le manager, il va falloir aussi qu'avec cet agent-là, il change un peu son mode de travail. Moi, je vous parle de ça, c'était même il y a 10-15 ans. Bon, aujourd'hui, on est dans une société où les plus jeunes, aujourd'hui, ne veulent plus travailler dans des conditions comme ça, même s'ils ne sont pas malades. Hein. C'est-à-dire le travail en urgence, je parle du quiet quitting, etc., etc. Je veux dire, de travailler dans l'urgence, surproduire, etc., jusqu'à en tomber malade. Là, aujourd'hui, c'est plus la population qui dit, nous, on ne veut pas de ces conditions de travail. Mais les générations précédentes se sont vraiment abîmées, et même pour certains, c'est allé tellement loin qu'il y a vraiment un problème, on n'a jamais pu récupérer. Il y a des personnes qui n'ont jamais pu récupérer. Vous voyez, voilà, donc c'est important de prendre le problème vraiment en amont et d'associer effectivement la hiérarchie, le management, etc. pour apporter un management bienveillant, mais quand même, comment dire, performant. Voilà. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que nous vous avons présenté? Je crois qu'il n'y a pas de questions dans le fil de conversation. Pour peut-être du coup enrichir encore plus cette présentation, il nous a semblé aussi intéressant de pouvoir se dire que pour accompagner les agents, alors vous l'avez souligné, hein, Sylvia et Yamina, à un moment que les agents pouvaient être aussi prescripteurs auprès d'autres agents de vos services. Et notamment, on avait réalisé il y a quelques mois un webinaire sur la pérédance, qui peut être aussi un moyen d'accompagnement des agents qui peut être utile, puisque c'est une autre voie, en tout cas une autre méthode d'accompagnement qui n'est pas celle des représentants du personnel, qui n'est pas celle de la RH, qui n'est pas celle de l'employeur de manière globale, et qui permet aussi aux agents de se sentir plus concernés parce que d'autres ont pu vivre les mêmes choses, et du coup, cette prescription devient intéressante dans ce cadre. Du coup, il y a la pérédance. Alors, on ne l'a pas cité tout à l'heure, notamment sur les dispositifs d'accompagnement. On parle effectivement de la PPR, hein, à partir du moment où on engage une période de reclassement. Il peut aussi y avoir la mise en place de l'emploi accompagné. Enfin, mobiliser l'emploi accompagné pour justement accompagner au plus près les agents et leur permettre un retour serein à l'emploi. Ça peut être un dispositif. Alors, sur justement le dispositif d'emploi accompagné, on aura prochainement un webinaire qui va s'organiser sur ce sujet courant février. Donc, nous vous inviterons effectivement l'ensemble des participants à participer à ce webinaire. En attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez effectivement retrouver l'ensemble de nos webinaires et des fiches outils, de tout ce qui est mis à disposition des référents en handicap sur le site handipact-idf.org.
qui est alimenté. Vous recevrez effectivement le lien vers le replay de ce webinaire pour le partager si vous le souhaitez ou le revisionner si nécessaire. Et je vous disais prochainement webinaire sur l'emploi accompagné. Et si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on s'arrête ici. Je vous remercie pour votre participation à toutes les trois, de votre engagement en termes de témoignage qui était, je pense, les gens ont perçu sincère et authentique. Et là encore, dans l'idée de cet accompagnement au retour après un arrêt long, dans la bienveillance en tout cas. Donc, merci à toutes les trois et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors,